Bonjour. Je m'appelle Quentin. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le Maine-et-Loire. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce confinement parce que je trouve qu'on se fout un petit peu de ma gueule. C'est ennuyeux et barbant. J'aime pas trop l'ennui et les fils de pute. J'ai donc décidé de vous parler de la France. Et pas n'importe laquelle. La France de la littérature. Car nous sommes dans un pays regorgeant de trésors poétiques, romantiques et d'autres mots hic que je vous laisse deviner. Nous allons donc dévoiler les mystères cachés de l'univers et, surtout, aborder des extraits de grandes œuvres littéraires et d'autres moins connues, mais toujours d'une beauté saisissante, que ce soit par sa forme ou par son fond. Ces épisodes se veulent bien évidemment une vulgarisation des œuvres et de leurs auteurs, et non une encyclopédie détaillée. Pour chaque épisode, je mettrai mes sources dans la description et à la fin de la vidéo, pour que vous puissiez également aller vous instruire, si vous le désirez. Sans plus attendre, partons ensemble à l'aventure, sur les chemins de la littérature et de l'éveil culturel. Notre texte d'aujourd'hui est un extrait de Josselin, saga poétique écrit en 1836 par Lamartine. Alphonse de Lamartine est un poète, historien et homme politique français de la première moitié du XIXe siècle. Né à Mâcon en 1790, il évolue dans sa jeunesse au sein d'une famille catholique très pieuse, ce qui se ressent dans son éducation comme dans sa ferveur religieuse. Élève dans un collège de jésuites, il passe ses jeunes années en tant qu'aristocrate oisif dans sa propriété bourguignonne, jusqu'au jour où, lors d'une cure à Aix-les-Bains, il rencontre Julie Charles, une femme de médecin dont il tombe éperdument amoureux. Leur idylle se poursuit quelques mois, mais hélas, Julie décède en décembre 1817 d'une maladie pulmonaire, laissant Alphonse avec un cœur brisé. Il publie alors les Méditations en 1820, recueil qui connaîtra un franc succès. Auteur désormais reconnu, il épouse la même année une jeune Anglaise, Marie-Anne Eliza Birch, et accepte des fonctions d'ambassade en Italie, notamment à Naples et à Florence. Durant cette période, il écrira son second grand recueil, Les Illuminations, publié en 1830, et qui connaîtra également un franc succès, un an après son entrée à l'Académie française. Il se rallie ensuite à la monarchie de Juillet, mais échoue à son élection de député et entame avec sa famille un voyage en Orient. Il parcourt la Grèce, le Liban et les principaux lieux saints du christianisme, notamment le mausolée du Saint-Sépulcre à Jérusalem, mais ce voyage est marqué par la tragique mort de sa fille Julia. À leur retour en France, Lamartine est finalement élu député en 1833 et le restera jusqu'en 1851. Mêlant à la fois royalisme absolument catholique, puis passant à un républicanisme teinté de chrétienté, il participera activement à la Révolution de 1848 et proclamera la Seconde République, permettant au passage à la France de conserver le drapeau tricolore lors d'un discours tenu le 24 février 1848 à l'Hôtel de Ville de Paris. Il échoue finalement à la présidence en 1851 face à Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, et quitte la vie politique pour s'installer à la campagne. Criblé de dettes, il revient finalement s'installer à Paris, où il écrit des œuvres alimentaires pour les 20 années suivantes. Son dernier chef-d'œuvre, La Maison et la Vigne, publié en 1857, rencontre à nouveau un franc succès. Il meurt en 1869, 2 ans après une attaque qui l'a laissé paralysé, laissant derrière lui une œuvre littéraire, politique et historique majeure. Alphonse de Lamartine évolue dans une période historique très chargée. La Révolution et les idées des Lumières, à la fois sublimées et ternies par l'empire de Napoléon Ier, sont remplacées pendant une grande partie de la vie du poète par la Restauration et le retour de Louis XVIII au pouvoir, suivi de la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe. C'est une période marquée à la fois par l'expansion du colonialisme français, par une forte instabilité politique européenne, la montée en puissance de la Prusse sous Bismarck ou la guerre de Crimée par exemple, ainsi qu'en 1852 par l'avènement du Second Empire, suivi en 1870 par la défaite de Sédan et la Troisième République. En tout Jamy, près de 7 régimes politiques différents se succéderont tout au long du XIXe siècle. De nombreuses idées et courants politiques naissent également à cette époque. Le libéralisme et le socialisme notamment, portés en partie par Lamartine ainsi que par de nombreux autres auteurs français, comme Victor Hugo, Émile Zola ou encore Chateaubriand, ainsi que par des hommes politiques et des philosophes, le plus célèbre étant Karl Marx,
avec son socialisme international détaillé dans le manifeste du Parti communiste en 1848. C'est toutefois des années avant ces événements que Lamartine écrit Josselin, épopée poétique de près de 8000 vers dont il entend faire son chef-d'œuvre. Josselin, jeune séminariste ayant renoncé à son héritage pour pouvoir marier sa sœur, fuit la terreur et se réfugie dans les montagnes du Dauphiné où il rencontre un autre proscrit qui, avant de mourir, lui fait promettre de veiller sur son jeune fils, Laurence, âgé de 16 ans. Une profonde amitié naît rapidement entre les deux jeunes gens jusqu'au jour où, par un malencontreux incident, Josselin découvre le secret de Laurence, qui est en fait une femme. Passons maintenant à la lecture de cet extrait, baptisé « L'ivresse du printemps », bien que Lamartine lui-même ne l'ait pas nommé, n'ayant simplement découpé son œuvre qu'en 9 chapitres dits « époques », pour souligner l'inexorable passage du temps. Oh, qui n'eût partagé l'ivresse universelle que l'air, le jour, l'insecte apportaient sur leurs ailes. La sève de nos sens, comme celle des arbres, eût fécondé des troncs, eût animé des marbres. Et la vie, en battant dans nos seins à grands coups, semblait vouloir jaillir et déborder de nous. Nous courions. De grands rocs nous franchissions les fentes. Nous nous laissions rouler dans l'herbe sur les fentes. Sur 2 rameaux noués, le bouleau nous berçait. Notre biche, étonnée, à nos pieds bondissait. Nous jetions de grands cris pour ébranler les voûtes des arbres, d'où pleuvait la sève à grosses gouttes. Nous nous perdions exprès, et, pour nous retrouver, nous restions des moments, sans parole, à rêver. Puis nous partions d'un trait, comme si la pensée par le même ressort en nous était pressée. Et, vers un autre lieu, prompt à nous élancer, nous courions pour courir et pour nous devancer. Mais toute la montagne était la même fête. Les nuages d'été qui passaient sur sa tête n'étaient qu'un chaud duvet, que les rayons brûlants enlevaient au glacier, qu'ardaient en flocons blancs. Les ombres qu'allongeaient les troncs sur la verdure, se découpant sur l'herbe en humide bordure, dans quelque étroit vallon, berceau déjà dormant, versaient plus de mystère et de recueillement. Et chaque heure du jour, en sa magnificence, apportant sa couleur, son bruit ou son silence, à la grande harmonie ajoutait un accord. À nos yeux, enfin, une scène, un transport. Enfin, comme épuisés d'émotions intimes, l'un à côté de l'autre, en paix, nous nous assîmes sur un tertre aplani, qui, comme un cap de fleurs, s'avançait dans le lac, là, plus profond qu'ailleurs, et dont le flot, bruni par l'ombre haute et noire, saignait d'un gouffre bleu ce petit promontoire. On y touchait de l'œil tout ce bel horizon. Une mousse jaunâtre y servait de gazon, et des vers coudriers, l'ombre errante et légère, combattant les rayons, y flottaient sur la terre. Nos cœurs étaient muets à force d'être pleins. Nous effeuillions sur l'eau des tiges dans nos mains. Je ne sais quel attrait des yeux pour l'eau limpide nous faisait regarder et suivre chaque ride, réfléchir, soupirer, rêver sans dire un mot, et perdre et retrouver notre âme sur les flots. Nul n'osait le premier rompre un si doux silence. Quand, levant par hasard un regard sur Laurence, je vis son front rougir et ses lèvres trembler, et 2 gouttes de pleurs entre ses cils couler, comme ces pleurs de nuit qui ne sont pas la pluie, qu'un pur rayon colore, et qu'un vent tiède essuie. Que se passe-t-il donc, Laurence? Aussi dans toi, est-ce qu'un poids secret t'oppresse ainsi que moi? Oh, je me sens, me dit-il, mon cœur prêt à se fendre. Mon âme cherche en vain des mots pour se répandre. Elle voudrait créer une langue de feu pour crier de bonheur vers la nature et Dieu. Passons dès maintenant à une étude de cet extrait. Qu'en dites-vous? Dans Josselin, Lamartine s'inspire en grande partie de l'histoire de son précepteur, l'abbé Dumont. Celui-ci ayant renoncé au monde pour se consacrer à l'aide des plus démunis, Lamartine fait de son œuvre une ode à la nature et à ses merveilles, ainsi qu'un appel aux plus grandes aspirations de l'âme humaine. C'est une œuvre à la fois politique et religieuse. Comme Lamartine, Josselin pratique le christianisme social, méditant sur la révolution et le progrès, et avançant ainsi au fur et à mesure des vers en direction d'un abandon de soi, une affection volontairement résignée qui s'élève par l'expiation.
Après cette phrase bien compliquée, voilà comment résumer la situation. Lamartine est un fervent catholique. Il croit aux idéaux républicains et, à la différence de beaucoup de ses contemporains, croit également en un mariage heureux entre les paroles de l'Évangile et les principes de liberté inhérents à la démocratie. Bien qu'antidogmatique dans une certaine mesure, il compose en grande partie Josselin sur la notion de sacrifice. L'extrême met en exergue deux aspects principaux de Josselin. Tout d'abord, il se déroule à la montagne en première partie. La précision avec laquelle le poète évoque le décor alpestre ou alpin et nous communique la sensation de renouveau est tout à fait charmant, n'est-ce pas? La nature déborde de vie et les deux personnages sont gagnés par cette ivresse universelle que le renouveau du printemps apporte. D'autre part, c'est bien évidemment un poème d'amour. L'émotion de ces deux jeunes gens devant un beau paysage, l'amour de la nature qui se conjugue avec leurs propres sentiments, tout dans le texte évoque savamment cette envolée lyrique, jusqu'au petit insecte qui, de son bourdonnement joyeux, exalte le cœur de l'homme. Bien que Josselin ignore encore à ce moment le secret de Laurence, leur trouble, leur silence et leur exaltation démontrent bien qu'à leur insu, des émotions plus tendres se forment. On peut d'ailleurs voir que Lamartine joue savamment cette transition entre cette exaltation toute physique, le duo de personnages courant à travers les bois toute la journée, et ce trouble de l'âme alors qu'ils sont silencieux au bord de l'eau. Il nous présente finalement un besoin de communication humaine, de partage, presque mystique finalement, dans le ressenti d'autrui. Et c'est sur ce besoin de communication que nous allons terminer ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, blablabla pouce bleu, blablabla commentaire. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, et bonne lecture à tous.